Bonjour! Dans cette vidéo, je vais aborder le roman La peau de chagrin. Ce roman a été écrit par Honoré de Balzac en 1831 et c'est l'un des 4 romans que tu peux retrouver au bac de français en première. Cette vidéo s'adresse en particulier aux lycéens qui ont déjà lu le livre et qui veulent se remettre les idées en place ou alors qui veulent approfondir leur connaissance de l'œuvre. Elle peut également s'adresser aux lycéens qui veulent avoir une première approche de l'œuvre. Cependant, je vais spoiler l'œuvre à quelques moments dans cette vidéo. Je vous aurais prévenu. Cette vidéo sera composée de 6 parties distinctes. Tout d'abord, je vous présenterai l'auteur, Honoré de Balzac. Ensuite, je parlerai du contexte historique autour de l'œuvre. Par la suite, je ferai un résumé complet de l'œuvre. J'aborderai ensuite les grandes thématiques du livre. Puis je relirai le livre au parcours qui lui est associé, les romans de l'énergie, création et destruction. Et enfin, je vous présenterai les citations clés selon moi dans l'œuvre. Commençons tout de suite par la première partie où je vais vous présenter l'auteur de La peau de chagrin, Honoré de Balzac. Honoré de Balzac est né à Tours en 1799. De 1816 à 1819, il étudie le droit à Paris. Cependant, sa vraie vocation est de devenir écrivain. Il sent qu'il a beaucoup de génie et de talent et il veut donc l'utiliser. Ses parents vont donc le mettre à Paris dans une mansarde pendant 2 ans avec une pension. Durant ces 2 ans, il va écrire de nombreuses œuvres comme la tragédie Cromwell. Cependant, cette tragédie n'aura pas de succès. Il se lancera donc ensuite dans l'écriture commerciale et il créera notamment son propre journal et il s'improvisera également spéculateur en achetant notamment une imprimerie en 1826. Cependant, Honoré de Balzac va accumuler les dettes et il va faire faillite. Il se relance donc encore une fois dans l'écriture et en 1831, il écrit La peau de chagrin et ça a un succès outre les frontières françaises. En 1833, il a soudain une idée de génie, écrire la comédie humaine. La comédie humaine, c'est un regroupement de nombreux romans d'Honoré de Balzac. Comme ça, on pourrait voir quelque chose de pas très original. Cependant, la spécificité de la comédie humaine, c'est que certains personnages vont réapparaître dans plusieurs romans. C'est par exemple le cas de Rastignac qui apparaît dans le roman Le Père Goriot et le roman La peau de chagrin. La comédie humaine va s'étaler de la Révolution jusqu'à la fin de la monarchie de Juillet. Elle présente de manière très précise les mœurs et les habitudes des différentes classes sociales à l'époque d'Honoré de Balzac. Cela en fait donc une œuvre historique. Ensuite, il faut savoir que Balzac était un auteur très travailleur. En effet, il travaillait plus de 16 heures par jour. D'ailleurs, son petit secret, c'était de boire énormément de café. Au niveau amour, Honoré de Balzac a été l'amant de Laure de Berny en 1821. Elle lui a permis de s'introduire dans la haute société de l'époque. De plus, Balzac a passé les dernières années de sa vie à écrire de nombreuses lettres à Évelyne Hanska. D'ailleurs, il s'est marié avec elle en 1850 et malheureusement, il est mort également la même année. Vous vous rendez compte, il l'a attendu pendant des années et l'année où il se marie avec elle, il meurt. Pas de chance. La biographie de cet auteur est tout particulièrement importante car on va retrouver un gros écho de la vie d'Honoré de Balzac dans son œuvre. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter le contexte historique autour de l'œuvre. Alors tout d'abord, il faut savoir que La peau de chagrin se passe entre 1826 et 1831. De 1804 à 1814, on a le Premier Empire. Le Premier Empire est dirigé par Napoléon Ier. C'est une époque d'apogée pour la France car elle possède un très grand territoire sur toute l'Europe et ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été aussi puissante. Cependant, en 1814, c'est la fin du Premier Empire et on passe à la Restauration. C'est la restauration de la monarchie. La Restauration, elle va durer de 1815 à 1830 et le premier roi de la Restauration, ça va être Louis XVIII. Il faut savoir que sous la Restauration, on a une monarchie, mais une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on a quand même une constitution qui va réduire les pouvoirs du roi. Après Louis XVIII, on a Charles V qui va le succéder. Charles V, il remet en place un régime autoritaire. Il contrôle la presse et il veut remettre en place la vieille aristocratie.
Ça ne plaît pas du tout au peuple français qui a encore des idées révolutionnaires dans la tête. Et il va donc y avoir 3 jours de révolution. Ce sera les journées révolutionnaires de juillet 1830. Et après ces journées révolutionnaires, on va avoir la mise en place de la monarchie de juillet qui va être dirigée par Louis-Philippe. La monarchie de juillet, c'est de 1830 à 1848. Cependant, le peuple français va encore une fois être déçu car il ne va pas y avoir beaucoup de changements. Au niveau de la société parisienne, à cette époque, elle est encore très hiérarchisée. On a une aristocratie qui veut garder ses pouvoirs et qui est encore très puissante. Elle a notamment de nombreux privilèges. De plus, à cette époque, on a une classe bourgeoise avec notamment les banquiers et les spéculateurs par exemple, qui devient de plus en plus puissante car de plus en plus riche. Mais on a également à Paris des classes pauvres, comme par exemple les étudiants ou encore les domestiques. Maintenant qu'on en sait plus sur l'auteur et le contexte historique, dans cette 3e partie de vidéo, je vais te faire un résumé détaillé de l'œuvre. Alors l'œuvre, elle s'ouvre sur un mystérieux jeune homme qui va rentrer dans un salon de jeu. Cet homme va perdre son dernier Napoléon. Un Napoléon, c'est une pièce qui vaut environ 80 francs, si je ne me trompe pas. Il va alors vagabonder dans Paris et songer sérieusement à se suicider. Il pense alors à se suicider dans la Seine, mais comme dernière volonté, il veut visiter la boutique d'un antiquaire. Il va alors trouver de nombreux trésors et voyager dans son imagination dans de nombreuses contrées. Et dans cette boutique, il va rencontrer un vieil antiquaire qui semble presque surnaturel. Cet antiquaire va lui présenter certains objets qui vont l'intéresser, mais un objet attire particulièrement sa curiosité. C'est la peau de chagrin. Le vieil antiquaire lui apprend que cette peau peut exaucer tous les vœux. Cependant, en échange, tu dois donner ta vie. Le héros est très intéressé par cette peau. Cependant, l'antiquaire le met en garde. Mais peu importe, il prend la peau et son premier vœu est de participer à un grand banquet. Quand il va sortir de la boutique, Raphaël, car oui c'est le nom du héros, va tomber sur ses amis. Et ses amis vont lui apprendre qu'ils sont invités à un grand banquet, comme par hasard. Ce banquet est organisé par un riche banquier, Taillefer. À la fin du banquet, Émile demande à Raphaël pourquoi il voulait se suicider. En réponse, Raphaël va lui expliquer son enfance. Le personnage principal avait un père strict, mais juste, qui le poussait à travailler énormément afin de réussir ses études en droit. À sa mort, le père de Raphaël ne lui a laissé presque aucun héritage. Avec le peu d'argent qui lui restait, le héros a tout de même réussi à survivre 3 ans de manière misérable dans le logis Saint-Quentin qui est géré par Madame Gaudin et sa fille Pauline. Madame Gaudin et Pauline vont offrir de nombreux services à Raphaël. Dans cette mansarde, le héros va écrire sa théorie de la volonté. Cependant, à la publication de cette théorie, il ne va obtenir que peu de succès. Et il va alors rencontrer Rastignac. Rastignac suit un mode de vie de débauche. Il ne travaille pas, mais se fait voir dans les salons afin d'obtenir des privilèges. Rastignac présente à Raphaël Feudora, et le héros va tomber éperdument amoureux de cette dernière. Il va utiliser tous les sous qu'il obtient afin de lui faire plaisir et de passer du temps avec elle. Et ce pendant 6 mois. Cependant, Feudora est une personne très froide et qui renonce totalement à l'amour. Après une dispute, Raphaël va donc ne plus jamais vouloir la revoir. Grâce à de l'argent gagné au jeu, en écrivant des mémoires ou encore en vendant l'île de sa mère, Raphaël et Rastignac vont pouvoir vivre une vie de débauche, en dépensant énormément. Raphaël finit donc ruiné et il repense encore une fois à se suicider. Cependant, le narrateur de cette histoire trouve soudain la peau de chagrin dans sa poche. Il arrête donc le récit de son enfance et il souhaite être riche. Cela va donc se réaliser. Le lendemain matin, Raphaël apprend qu'il est l'héritier d'un mystérieux major de sa famille lointaine. Il se rend alors compte du pouvoir de son talisman et il ne veut plus rien. On découvre ensuite que Raphaël s'est acheté une grande propriété, Faubourg Saint-Germain, qui est l'un des quartiers les plus riches de Paris où réside la très haute noblesse. Il vit de manière très monotone et il s'isole du monde afin de ne pas avoir à émettre d'autres souhaits. Son domestique fidèle, Jonatas, devient alors presque son maître et il s'occupe de lui. Un soir, Raphaël se rend au théâtre italien et il rencontre Pauline, richement vêtue.
Son père, qu'elle n'avait pas revu depuis des années, est rentré de l'Inde très riche. Pauline et Raphaël s'avouent alors leur immense amour et ils vont vivre une vie de couple plein de bonheur. Raphaël est tellement heureux qu'il va jeter la peau de chagrin. Cependant, un jour, le jardinier va la lui ramener et celle-ci ne sera pas du tout humide. Raphaël va alors essayer de comprendre cette peau de chagrin grâce à la science. Il va aller voir un naturaliste, un physicien, un chimiste, mais rien n'y fait, cette peau semble diabolique. L'un des scientifiques dit même que le diable est logé dedans. Page 271. C'est alors que Raphaël tombe malade. Les médecins lui conseillent de faire une cure thermale et sans le dire à Pauline, il va aller d'abord à Aix. À Aix, les autres curistes vont le rejeter. Il va même se battre en duel avec l'un de ces curistes et le tuer. Sans aucun sentiment de pitié, il va alors se rendre à Mont d'Or pour continuer sa cure. Ici, il va trouver des paysans très bienveillants. Ils vont s'occuper de lui et il va pouvoir en profiter pour admirer les beautés de la nature. Cependant, les paysans vont avoir pitié de lui et il déteste que les gens aient pitié de lui. Il va donc rentrer à Paris. À Paris, il va vivre une vie léthargique, c'est-à-dire comme s'il était mort déjà. Il va prendre des drogues afin de dormir la majeure partie de la journée et va seulement se réveiller pour manger. Un soir, à minuit, il va voir Pauline dans son lit. Et il va éprouver un tel désir envers elle qu'il va mourir en lui mordant le sein. C'est la fin tragique de cette histoire. Dans l'épilogue, on apprend ensuite que Pauline est devenue le fantôme d'une femme formidable. Quant à Feudora, elle se joue encore du tout Paris. Maintenant, dans cette quatrième partie de vidéo, je vais te présenter les grandes thématiques de l'œuvre. Alors tout d'abord, la première thématique que j'aimerais te présenter, c'est la thématique du diable. Le diable apparaît à plusieurs moments dans le récit. Dès l'entrée du livre, quand le jeune homme entre dans le salon de jeu, les autres spectateurs et joueurs semblent être des figures diaboliques. En effet, ils sont effrayants. De plus, la peau fait l'écho du mythe faustien, du pacte avec le diable. Dans ce texte, un artiste fait un pacte avec Méphistolémès de donner son âme en échange de pouvoir exaucer ses vœux. Il y a donc un seul petit changement dans l'histoire de Balzac, c'est que ce n'est plus l'âme ici qui est échangée, mais la vie du héros. De plus, lorsque Raphaël va voir les savants, l'un d'entre eux dit que l'on pourrait appeler cette peau diaboline, tellement qu'elle est incompréhensible. Le deuxième thème récurrent de cette œuvre, c'est les jeux d'argent. Dès son enfance, le héros va être confronté aux jeux d'argent. En effet, il va jouer une partie de la bourse de son père malgré l'interdiction de ce dernier. Et il va gagner. Cependant, cela va quand même le choquer et le traumatiser à vie et il se promet de ne plus jamais rejouer au jeu. Cependant, Rastignac va quand même jouer sa fortune au jeu plus tard dans l'histoire et juste avant de vouloir se suicider, il va encore une fois aller jouer au jeu. Ensuite, la troisième thématique majeure, c'est l'ascension sociale. En effet, Raphaël est un provincial qui vient à Paris pour s'enrichir et se faire un nom. D'ailleurs, cela m'a beaucoup fait penser à l'histoire de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. Ici, le héros va vouloir se faire un nom grâce à l'écriture et sa théorie de la volonté. De plus, cette ascension sociale est aussi illustrée par le personnage de Rastignac qui vient d'Angoulême et qui cherche aussi à se faire un nom dans la société parisienne et il y arrive. Raphaël dit même à un moment dans le récit: « Je l'avoue à ma honte, je ne conçois pas l'amour dans la misère. » Page 135. Cela montre que Raphaël cherche un bon parti. Il veut monter en classe sociale grâce à sa maîtresse et se faire un nom. Maintenant, dans cette cinquième partie de vidéo, je vais relier l'œuvre au parcours qui lui est associé, les romans de l'énergie, création et destruction. Alors déjà, il faut commencer par établir ce que c'est que l'énergie. Selon Balzac, chaque être humain naît avec une quantité d'énergie bien précise qu'il va utiliser. Les personnages de romans vont souvent l'utiliser afin d'atteindre un objectif. On voit dans ce roman que l'énergie peut être créatrice. Par exemple, Raphaël, en utilisant une grande partie de son énergie, va écrire la théorie de la volonté. Il va sacrifier 3 ans de sa vie pour écrire cette œuvre. De plus, Feudora utilise son énergie pour s'enrichir. Elle va être froide avec tous ses amants afin d'être concentrée sur son unique objectif, faire fructifier sa fortune. Cependant, l'énergie peut aussi s'avérer destructrice quelquefois. Par exemple, Raphaël, après avoir rencontré peu de succès avec sa théorie,
va vivre une vie de débauche et de vice. Entre autres, il salit le nom de sa famille en écrivant des fausses mémoires sous le nom de sa tante et en vendant l'île de sa mère afin de continuer sa débauche. De plus, à plusieurs reprises dans le moment, il va s'isoler pour ne pas avoir à faire de souhaits. Cependant, en faisant cela, il va faire beaucoup de mal à son entourage et en particulier à Pauline à la fin du roman. Dans de nombreux romans comme Le Rouge et le Noir et La peau de chagrin, c'est-à-dire que d'abord on utilise notre énergie pour créer, on a un succès et ensuite on a une destruction qui aboutit parfois à la mort comme dans La peau de chagrin. De plus, si on y réfléchit bien, on peut rapprocher Honoré de Balzac à un personnage énergétique. En effet, Honoré de Balzac dans sa carrière a utilisé son énergie pour avoir du succès en littérature. En se donnant beaucoup de mal, il va finalement y arriver, mais il va mourir à l'âge de 51 ans d'épuisement. On peut voir ici d'ailleurs une similitude avec son personnage de Raphaël. Maintenant, dans cette 6e partie, je vais te présenter des citations clés de l'œuvre. Ces citations pourront notamment te servir lors de la dissertation du bac. J'ai déjà parsemé quelques citations dans cette vidéo, et là je vais t'en donner des supplémentaires. La première citation est dite par l'antiquaire. C'est page 54. « Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Mais savoir laisse notre organisation dans un perpétuel état de calme. » Cette citation est cruciale car elle se vérifie dans le roman. En effet, Raphaël, en voulant et en pouvant, meurt finalement. La deuxième citation, elle est page 98. Elle est dite par Émile qui dit « En un mot, tuer les sentiments pour vivre vieux, ou mourir jeune en acceptant le martyre des passions, voilà notre arrêt. » Je trouve ces citations très intéressantes car elles montrent les deux courants de pensée de cette œuvre. Ainsi, des personnages comme Aquilina ou Euphrasie vivent passionnément et cela leur importe peu de mourir jeune. Cependant, un personnage comme l'antiquaire commence l'histoire en expliquant qu'il favorise le savoir afin de vivre vieux. Bon, au final, il va pas vraiment respecter ce qu'il a dit, car Raphaël va le retrouver à l'opéra dans les bras d'Euphrasie. Ensuite, page 207, Raphaël va dire « Au diable la mort! Je veux vivre maintenant, je suis riche, j'ai toutes les vertus. » Cette citation illustre bien le regret de Raphaël d'avoir pris cette peau de chagrin. Maintenant qu'il a une vie très heureuse qu'il adore, il ne veut plus mourir. La dernière citation, elle est de Pauline et elle est page 247. « Je me serais vendu au démon pour t'éviter un chagrin. » Cette citation montre bien l'amour fou qu'éprouve Pauline envers Raphaël et cet amour est réciproque. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément et c'est totalement gratuit. De plus, si tu as aimé la vidéo, tu peux également cliquer sur le pouce bleu et partager cette vidéo avec tes amis qui pourraient en avoir besoin. N'hésite pas également à m'écrire un commentaire si tu as des recommandations de vidéos ou des questions. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée et surtout, garde confiance en toi. Salut! PS, pour faire cette vidéo, je me suis inspiré de ma propre expérience, mais aussi des fiches de révision qui sont dans l'édition Classico Lycée de Belin Gallimard. Je te la conseille fortement.